Peuple congolais, bonjour. Je viens pour vous entretenir de la situation politique dans notre pays, au regard principalement de l'opposition. Tout le monde s'est rendu compte qu'à cette élection, le PCT s'est retrouvé quasiment seul, n'ayant en face de lui que des candidats de moindre envergure. L'opposition aura donc fait beaucoup de bruit pour rien. L'opposition, après avoir fait beaucoup de bruit, après avoir fait croire qu'elle se battait pour les élections, viendra finalement à la fin nous dire qu'elle ne veut pas y prendre part parce que les conditions d'une élection transparente ne sont pas réunies. Ce qui est une surprise. Puisque nous le savions déjà tous au Congo, que les conditions d'une élection transparente ne sont pas réunies. Même la maman qui va au marché Total, au marché Mfilou, au fond qui était à Pointe-Noire, au marché de Wenze, sait très bien que les élections au Congo ne se passent pas dans les bonnes conditions. Ce n'est donc pas une découverte, ni une surprise, ce que vient nous dire l'opposition. C'est pour cela que nous sommes d'autant plus surpris que l'opposition était amenée à se battre pour arracher les conditions d'une élection transparente. C'est pour cela que nous convions l'opposition à pouvoir y travailler pour justement obtenir auprès du gouvernement, auprès du pouvoir, les conditions qui puissent garantir l'élection au Congo. Or, tel n'a pas été le cas. Elle s'est contentée de vociférer, de faire beaucoup de bruit et de nous faire entendre ce que tout le monde en fait connaît et sait déjà au Congo. Où est le sérieux? Et elle abandonne finalement en disant que je ne vais pas aux élections sans avoir mené la moindre bataille. Avez-vous vu l'opposition se battre à ce propos? Non. C'est ce qui est fort regrettable. Elle vient donc nous dire ce que chacun de nous savait déjà au Congo, qu'il n'y a pas de conditions d'élection transparente. Et l'opposition s'est contentée tout simplement d'être dans la dénonciation. Tous les jours, elle fait de la dénonciation. Elle dit que le PCT n'est pas dans la légalité, le PCT n'est pas dans la légalité et le PCT n'est pas dans la légalité, comme une chanson, comme un refrain. Mais ce n'est pas une surprise. Nous savions tous qu'au Congo, il y a la corruption, qu'au Congo, il y a la violence, et qu'au Congo, on ne paye pas les travailleurs. Donc, il n'y a pas une surprise en cela. Une opposition ne peut pas venir dire à une population ou à un peuple ce que le peuple sait déjà lui-même. Ce qu'on attend d'une opposition, c'est qu'elle s'organise pour franchir des caps, pour obtenir, pour gagner des combats, gagner des batailles. Or, c'est ce qui ne s'est pas fait. C'est ce qui est fort regrettable. L'opposition, donc, va nous rabâcher la même chose. On est dans une sorte de rengaine, de refrain constamment. Et c'est ce qui caractérise justement son impuissance. On ne vient pas dans les réseaux sociaux pour faire la chronique quand on est opposant. Un opposant, ce n'est pas un chroniqueur politique. La chronique politique, ça relève de journalistes. Et si un opposant fait la chronique politique chaque semaine, mais quel va être le travail du journaliste?
Que va donc faire alors un journaliste? Un journaliste, c'est un commentateur de l'actualité. Ce qu'on attend d'un opposant politique, c'est de se saisir de la situation du pays, d'en faire une analyse et d'affûter les armes, d'affûter une stratégie pour la conquête du pouvoir. Mais ce n'est pas temps de venir commenter l'actualité. Voilà donc où se trouve l'impuissance dans laquelle nous sommes. À vrai dire, il ne sert à rien de se cacher derrière son petit doigt pour ne pas dénoncer pareille ineptie qui, en fait, nous enferme dans une forme d'impuissance. Alors, la question c'est de savoir, fallait-il aller aux élections ou ne fallait-il pas y aller? Ce n'est pas tant le fait d'aller aux élections ou de ne pas y aller, mais c'est le fait d'être capable de prendre position collectivement. D'être ensemble, collectivement, à dire non à une élection. Ou alors à dire oui. D'être capable, ensemble, regroupés, de dire que nous y allons pas parce que nous dénonçons ces conditions. Et puis par la suite, de développer une réponse à apporter au gouvernement après justement qu'on n'ait pas pris part aux élections. Est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas. Et si on y va tous collectivement, on affûte une stratégie, notamment on crée l'unité, on désigne un candidat et on se met derrière ce même candidat pour justement renforcer, resserrer les rangs. Or aujourd'hui, on se trouve dans une débandade totale parce que si tant les forces étaient unies, assemblées, on n'aurait pas assisté à ce que l'on voit aujourd'hui. Il est sûr que ceux qui se sont présentés se seraient certainement ralliés, ils ne se seraient pas retrouvés à l'isolement, seuls, à faire l'aventure tout seuls. Donc, il faut bien voir que nous payons les conséquences d'un déchirement, d'une division totale. Tout le monde constate bien finalement que le PCT n'a pas d'adversaire de taille. Tout simplement, c'est parce que le PCT fait face à des forces quasi inexistantes. C'est ce qui explique son arrogance. Or, si les forces avaient été fédérées, on se serait retrouvé dans une configuration politique tout à fait différente. Et on n'aurait pas vu l'incident regrettable qui s'est produit dans certains bureaux de vote, ou alors certains candidats n'ont pas pu avoir des représentants dans les bureaux de vote. Mais rassemblés dans le cadre de l'Union, nous aurions pu opérer facilement une couverture territoriale. Effectuer un maillage territorial de manière à avoir dans chaque bureau de vote un représentant, un observateur, parce que nous aurions été suffisamment nombreux pour justement relever un tel défi. Or, tel n'est pas le cas et tel n'a pas été le cas. Ça, il faut le dire. À qui la faute? Mais la faute à ceux qui sont au devant de la scène, qui portent sur leurs épaules la responsabilité de l'organisation de l'opposition, qui sont censés être le moteur, les forces motrices pour impulser cette dynamique. Le font-ils? Apparemment non. Nous sommes beaucoup plus dans une union d'aparté, des petits groupes. Au lieu d'aller vers la grande union, nous nous trouvons dans les confréries, dans des petits groupes, etc. Et c'est ce qui est fort regrettable parce que, dans ces cas, l'opposition est totalement disséminée, divisée. Or, aujourd'hui, pour qu'une voix puisse porter et puisse avoir un impact, trouver de la crédibilité sur le plan national
et aussi se rendre visible sur le plan international, il faut avoir une certaine taille critique. Les conséquences de tout cela, c'est quoi, si nous avions été réunis? C'est qu'il y aurait eu une résonance forte aujourd'hui dans la dénonciation des fraudes, dans la dénonciation de l'irrégularité électorale. Or, c'est ce qui ne semble pas être le cas. Bien que les uns et les autres dénoncent une réalité flagrante qui est là, c'est-à-dire les tricheries ou les irrégularités électorales, ça ne pèse pas d'autant qu'il s'agit d'une seule et même personne qui compte. Or, lorsque ces déconvenus avaient été relevés dans le cadre d'un ensemble, d'une union des forces, ça aurait produit un impact, un écho au niveau des instances internationales qui se seraient dit qu'au Congo, il n'y a pas eu d'élection parce que la voix d'une communauté des forces, elle porte. Mais la voix d'un homme, quel qu'il soit, ne porte jamais et ne porte jamais autant. Donc aujourd'hui, ceux qui conduisent l'opposition ont sur leurs épaules la responsabilité de la désorganisation de celle-ci. L'opposition, tout le monde l'a constaté, est dans une débandade, dans une désorganisation totale. Pour utiliser un mot un peu savant, l'opposition est dans une bérésina. C'est-à-dire que c'est comme si on était dans un champ de bataille où alors il n'y a que des corps par terre. Parce que vous êtes battus à plate couture. Est-ce que c'est ça ce que nous souhaitions de l'opposition? Non. L'issue des élections, il ne s'agit pas de faire que nécessairement dans une élection qu'il y ait une victoire. Mais tout au moins, à partir du moment où vous créez un rapport de force favorable, vous vous en sortez gagnant dans la mesure c'est que le rapport de force est créé et il crée les conditions d'un avenir tout à fait différent de ce que vous avez vécu auparavant. Or, c'est ce qui ne s'est pas passé dans le pays. La suite de l'histoire, c'est que nous allons être amenés à vivre justement la tragédie que nous avons déjà vécue pendant les mandats précédents. Vous voyez donc où se trouve la responsabilité des uns et des autres. Et je vais dire, parmi ceux justement qui conduisent à cet état des choses, il y a principalement des figures qui sont au devant de la scène, dont on pourrait notamment citer le nom, notamment Clément Mirassa, puisque il est une personnalité, une tête de gondole. Et donc, il est aujourd'hui au devant de la scène. Et sa position, elle est déterminante de beaucoup de choses. Or, justement, la question que l'on peut légitimement se poser, connaissez-vous la position de Clément Mirassa quant à la question de l'unité de l'opposition? Non. Personne ne la connaît. Vraiment. La position de Mirassa sur le thème de l'opposition est complètement dissolue. Elle est diluée. Elle est d'une confusion totale. Mirassa, en lieu et place de servir l'unité de l'opposition, il a préféré l'unité des petits amis. Le fait de se retrouver 2 ou 3 dans un groupe ne fait pas l'unité. Je suis désolé de le dire. Il ne s'agit pas d'une unité, mais il s'agit tout simplement du copinage. Ce n'est que lorsque l'ensemble des forces qui participent au combat politique dans l'opposition se retrouvent, s'assemblent, et c'est là qu'on pourra effectivement donc identifier ceux qui participent vraiment de l'opposition
et ceux qui ne le sont pas. Mais il n'y a pas lieu de dire que nous faisons l'unité de l'opposition dès l'instant où aucune mécanique, aucune logique, justement, des rassemblements ne s'est enclenchée. Et c'est vraiment triste de pouvoir le constater. Mais il faut bien noter que Mirassane n'en est pas son coup d'essai. Pour la petite histoire, faut-il rappeler qu'en 2016, nous avons connu un tournant de l'histoire. Nous étions à un moment déterminant de la modification de la Constitution. Les uns et les autres se sont efforcés pour qu'il n'y ait pas une modification de la Constitution au Congo. Et des compatriotes, nous nous sommes retrouvés et nous avons fait un travail. Nous avons rédigé ce qu'on appelle un manifeste, que nous avons appelé le manifeste pour la non-modification de la Constitution. C'était un document d'une importance, un levier d'action qui nous aurait permis justement d'agir auprès de la communauté internationale. Parce que faut-il rappeler que pour la modification de la Constitution, c'est le seul moment de l'histoire où la communauté internationale était en alerte. Parce que c'était la question du troisième mandat qui avait suscité la réaction et l'émoi dans le monde. Nous étions donc à un point de l'alignement des astres. C'est-à-dire que c'est la première fois où la communauté internationale s'alignait sur la position de la communauté nationale qui ne voulait pas que l'on touche à la Constitution. Et donc, le manifeste élaboré devait nous servir justement à pouvoir consolider notre position et aller toquer davantage devant les officines. Ce document donc élaboré, comme je l'ai dit, il avait été élaboré par l'ensemble des sensibilités. Les composants de la nation, qu'il s'agisse des étudiants, des travailleurs, des différentes sensibilités communautaires du pays s'étaient retrouvées autour d'un document qui avait donc fait consensus. Et je dis bien consensus. Et Mirassa était parfaitement au courant de l'élaboration de ce document, puisque nous lui avons fait parvenir un message par Patrick Éric Mampouya, qui s'est trouvé présent ici à Paris, à qui nous avons donc remis ce message, dont on attendait que Mirassa, avec l'ensemble de la communauté nationale, soit mobilisé à travailler autour de ce texte et à mobiliser l'opinion nationale. Vous savez ce qui s'est passé? Mirassa, en lieu et place de rallier la position communautaire pour que nous soyons plus puissants, Mirassa va donc élaborer un manifeste à lui, qu'il appellera le manifeste pour le respect de l'ordre constitutionnel. Où est le sérieux? Vous savez les conséquences? On se trouve avec deux textes qui s'affrontent et tout tombe à l'eau. Voilà donc la situation. On peut se demander, c'est vrai que le PCT, il a tous ses torts, mais où est le tort du PCT dans cette histoire? Vous voyez bien que les brebis galeuses, comme nous pouvons le noter, sont aussi dans nos rangs, du fait de l'attitude irresponsable que nous avons en nous-mêmes. Parce que Mirassa, à partir du moment où une initiative ne vient pas de lui, cherche toujours à se mettre en travers de la route. Et c'est exactement le cas aujourd'hui. C'est pour cela que Mirassa, il a du mal à se fixer par rapport à la question de l'unité
que les uns et les autres portent. Et je ne suis pas le seul. Je n'en ai pas l'exclusivité. Peuple congolais, constatez par vous-même que lorsque vous faites les rues de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Ouesso, de Monsenjo, tout le monde se demande pourquoi l'opposition n'est-elle pas unie. Ce n'est donc pas une question exclusive de moi, Massamba Cicero. Mais c'est une question qui est portée par l'ensemble du peuple congolais, mais qui est entravée, bloquée par l'attitude d'un certain nombre de gens. Il vous revient de leur poser franchement la question. Il ne sert à rien de se mentir, de se cacher derrière son petit doigt. Parce que je rappelle tout simplement qu'en 2016, lorsqu'il y a eu, s'est posé la question de la modification de la Constitution, ça ressemble un peu, ou tout au plus, à quelqu'un qui est dans une voiture, qui conduit, et qui va brûler un feu rouge. Mais vous savez bien que lorsque vous brûlez un feu rouge, et que vous vous trouvez devant un flic, un policier, vous êtes sanctionné. C'est la raison pour laquelle nous avons manqué le carrefour, parce que toute la communauté internationale était alertée, et que jamais nous ne nous retrouverons encore dans pareille situation pour avoir l'appui de la communauté internationale. Et la question que je vais vous poser, puisque les choses n'ont pas changé au Congo, avez-vous entendu la France ou la communauté internationale lever la voix ou le petit doigt par rapport à ce qui se passe au Congo? Pas du tout. Or, cette chance, et cette unique chance, nous l'avons eue en 2016. C'est pour cela que Mirassa porte en lui la responsabilité historique du tournant des choses, et dans laquelle nous nous sommes trouvés aujourd'hui, et dans laquelle nous pâtissons. Il faut bien que tout le monde le comprenne, qu'aujourd'hui, le désastre que nous vivons, il est tout simplement le produit de l'inconséquence de certaines attitudes qui nous amènent à pareille absurdité. On doit se le dire, parce que il ne faut pas se cacher la vérité. À la vérité, on doit la vérité. Et la vérité, c'est celle-là. Oui, le PCT nous met les bâtons dans les roues, mais avons-nous déjà balayé devant notre propre porte? Non, absolument pas. Donc, il ne faudrait pas toujours voir le verre dans le fruit du fait d'un insecte qui vient d'ailleurs. Mais il est aussi, parfois et souvent, de notre propre sort, de nos propres égarements. Tout simplement parce que, entre nous, on n'a pas su jouer franc jeu. Et nous nous retrouvons dans des situations difficiles et compliquées, et qui compliquent davantage la situation du peuple congolais. Je dirais tout simplement que 2016 aurait dû être un tournant, mais malheureusement, nous nous retrouvons le bec dans l'eau, et encore une fois de plus, nous nous trouvons le bec dans l'eau parce que nous n'avons pas fait l'union de l'opposition. Alors que si chacun de nous avait amené à porter un tant soit peu sa pierre à l'édifice, soyez-en sûrs que les lignes auraient bougé au Congo. Or, tel n'est pas le cas. Et maintenant, une fois de plus, il faut utilement poser la question.
après que l'opposition ait appelé à ne pas prendre part aux élections, quel est alors le coup d'après? L'opposition a-t-il prévu le coup d'après? Apparemment non. Mirassa, qui a incarné justement ce courant, peut-il nous dire quel est le coup d'après? Aujourd'hui, on ne sait pas ce que va faire l'opposition. Donc, on voit bien que nous sommes dans une désorganisation totale, alors que si on avait agi dans la collégialité, ben, comme dirait quelqu'un, un philosophe, il n'y a des richesses que d'hommes. La solution serait venue et nous aurions agi ensemble et de façon communautaire. Et aujourd'hui, la dénonciation qui se fait par rapport aux irrégularités électorales aurait trouvé une autre ampleur, aurait connu une autre dimension, jusqu'à remettre en cause les élections elles-mêmes. Or aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que le bruit porté par les uns et les autres n'a que l'effet d'un coup d'épée dans l'eau. C'est ce qui est fort regrettable. Peuple congolais, je tenais donc à vous prendre en témoin par rapport à une situation donc bizarre qu'on a du mal à cerner. Et je tenais donc justement par rapport à ça à vous prendre en témoignage, pour que vous voyez vous-même d'où réside le mal. Aujourd'hui, donc, le PCT va célébrer son triomphe. Allons-nous donc assister en spectateur à un spectacle aussi pitoyable, sans réaction? C'est la grande question. Voyez-vous donc, peuple congolais, ne vous rendez pas dupe à pouvoir croire sur parole les hommes qui vous font des belles promesses, mais qui en fait ne sont aussi que les destructeurs de la bonne cause. Pour ma part, je tiens à vous remercier de l'écoute que vous faites à mon discours et à nous revoir. Je vous promets des lendemains meilleurs, parce que je reviendrai à vous. Que Dieu vous bénisse. Massamba Cicéron.